Bonjour, aujourd'hui je suis avec Aurore Martignoni qui est photographe de mariage et digital nomade. Et donc on va voir comment elle est arrivée dans cette situation, quelles difficultés elle a rencontrées. Bref, elle va nous raconter un peu comment ça se passe pour elle dans ce mode de vie et ce mode de travail. Salut Aurore, est-ce que tu peux commencer par nous dire à quoi ressemble ton mode de vie et de travail? Salut Isis, bonjour à tous. Alors, mon mode de vie et mon mode de travail. Il a évolué au fil du temps, mais quand j'ai commencé, et en général, il ressemble à 6 mois de travail en Europe, donc 6 mois de travail acharné. C'est-à-dire que les saisons de mariage, ce n'est pas de tout repos beaucoup et on ne compte pas ses heures. Et les 6 autres mois, ils sont libres. Donc, en gros, on peut se permettre de travailler sur papier juste 6 mois et puis d'être 6 mois en vacances. Et ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai vraiment développé donc les autres 6 mois. Je fais du marketing, je fais toute ma communication, je mets en place ma saison, mais je peux faire ça à distance. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Voilà. OK, génial. Est-ce que, on pourrait, aller un peu plus en détail, par exemple, sur, à quoi ressemble peut-être une semaine ou une journée? Je ne sais pas si tu vois aussi, la séparation comme ça? Oui, 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 oui. Alors, ça dépend de mes types de journées parce que forcément tout est très différent pendant l'année. Donc, j'ai mes journées mariage où forcément je me lève et alors là, c'est focus photo. Donc, je me lève, j'ai tous mes petits rites à moi. Donc, je fais ma méditation avant de partir au travail. Et puis, je passe toute ma journée à essayer de créer des superbes images. J'ai une énorme responsabilité parce qu'en fait, tous leurs souvenirs seront basés sur mon travail. Donc, je passe vraiment la journée à répéter comme un mantra dans ma tête. Je me sens comme un vecteur, en fait. Je ne me sens pas, moi, personnellement là pour moi, mais je me sens vraiment là pour eux. Et donc, j'essaie vraiment d'être le vecteur de ces bons souvenirs. Et je pense qu'à ça toute la journée. Alors, mes autres journées de travail, par contre, c'est, en général, j'essaie vraiment d'avoir une routine. J'essaie vraiment de me créer une journée normale. C'est-à-dire que je me lève le matin, je définis mon nombre d'heures de travail, je fais vraiment un planning de ce que je dois faire en essayant vraiment d'espacer une chose agréable, une chose moins agréable, une chose agréable, une chose moins agréable. Et puis, je suis fort aidée là-dedans parce que j'ai un fils qui a 2 ans et donc mes journées sont obligées d'être rythmées depuis qu'il est là. Voilà. Puis, ça, c'est mes journées de travail ordinaires. Et puis, là, pendant que je suis en voyage, pareil, ici, je reviens du Mexique où je suis partie justement avec Elliot. J'en parlerai plus en détail plus tard. Et là, j'étais seule avec lui. Donc, les journées où je travaillais, il y avait une nounou qui s'occupait de lui, et donc une nounou mexicaine. Et les jours où je travaillais à la maison, je me levais 1 heure avant lui. Je travaillais 1 heure vraiment genre super concentrée. Ensuite, il se réveillait, je passais tout mon temps avec lui. Ensuite, j'avais 2 heures où je pouvais travailler pendant sa sieste et de nouveau l'après-midi avec lui. Et quand il va au lit, j'ai de nouveau 1 heure ou 2 pour travailler. Voilà, donc ça, c'est mes journées de travail quand je suis en voyage avec lui. OK, merci. Hem, Est-ce que pour toi, être digital nomade, c'est, source d'épanouissement et pourquoi? Alors oui, pour moi, voyager, ça a toujours été ma grande passion. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai eu, je viens pas d'une grande famille de voyageurs. J'ai toujours fait du camping avec mes parents, mais on n'allait jamais très loin. Et un beau jour, j'avais 12-13 ans et j'ai demandé à mes parents d'aller au Canada et ils m'ont regardé avec des grands yeux en me disant: «Mais pourquoi?» C'est très bizarre. Et alors là, j'ai commencé vraiment ma grande vie de voyageuse, c'est-à-dire que j'ai commencé à me dire, moi, je veux vivre avec un sac à dos sur le dos. Je ne savais pas d'où ça me venait, mais j'étais comme ça. Et donc, ça a toujours été un de mes objectifs de vie. Et donc, voilà, comme c'était, voilà, j'aime voyager, mais je suis très allergique au tourisme. C'est-à-dire que j'ai vite remarqué que les villages de vacances, ces machins-là, prendre l'avion pour aller très loin et se retrouver avec des gens qui viennent du même pays que toi, ce n'était pas mon truc. Donc, j'ai commencé à barouder. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis dit, en fin de compte, il faut trouver un moyen. Enfin, baroder pour baroder, c'est chouette, mais il faut quand même. Enfin, j'avais envie d'avoir un objectif, d'avoir cette vision à long terme.
Et donc, c'est là que tout s'est mis en place, en fait. Et que je me suis dit, mais en fait, au lieu de pourquoi pas inclure le voyage dans mon style de vie, au lieu de voyager quand je suis off, et puis d'être dans ma ville natale, d'être à Bruxelles ou ailleurs quand je travaille. Je trouvais ça me correspondait pas trop. Et donc, c'est là que j'ai commencé à mettre ça en place de façon assez intuitive, disons. Ok. Et qu'est-ce que ça t'apporte plus précisément, ce mode de vie, ce mode de travail, de positif? Oui, alors, de positif, ce que moi, ça m'apporte, c'est que c'est plus vraiment, depuis que j'ai fait le pas, c'est plus vraiment un travail. C'est-à-dire que pour moi, avant, j'ai travaillé en tant qu'employée, donc j'ai eu un passage, une partie de ma vie où je suis sortie de l'UNIF, j'ai commencé à travailler en tant qu'employée. Et ça me correspondait pas. Mais j'ai mis du temps à le comprendre parce que je venais d'une famille où on me disait il faut trouver un travail, un contrat à durée indéterminée, cherche de la sécurité. J'avais un très bon travail. J'avais étudié journalisme et je suis partie ensuite en Italie pour l'Erasmus. Ça a été, oui, la première pierre. Donc, je voulais voyager. Et donc, de Belgique, j'ai su partir en Italie et j'ai commencé à travailler là-bas. Donc là, je me suis rendu compte en étant en Italie que ça ne me suffisait pas d'être ailleurs, parce que j'étais ailleurs, mais c'était comme repousser le problème. Parce qu'au final, oui, j'étais dans un autre pays, mais j'avais quand même une routine, quoi. Donc, d'Italie, j'ai commencé à faire ce travail. J'ai vécu en Italie pendant 13 ans. Et voilà, j'ai jamais été digital nomade toute l'année, mais j'ai toujours fait 6 mois, 6 mois. Mais mon objectif est d'y arriver un jour. Ok. Donc, tant que j'étais en Italie, voilà, ce que ça m'apportait, c'était vraiment de la richesse, beaucoup, beaucoup de richesse, parce que quand on est dans un endroit pendant très longtemps, on rencontre les locaux, et puis des façons de faire différentes. Pour moi, ça me donne énormément d'énergie d'être dans des lieux où il y a la mer, où il y a le soleil, beaucoup d'idées. Au niveau de la créativité, je trouve que ça donne vraiment beaucoup d'idées. Et puis au niveau, voilà, moi, j'ai pas pris la voie du digital nomade qui fait un job spécifique. Si, je fais un job spécifique, mais je suis une entrepreneuse avant tout. Donc, pour moi, c'était mettre en place mon business. Et mettre en place mon business, ça veut dire avoir des nouvelles idées. Donc, en tant que photographe, une des voies que j'ai prises pour développer, les étapes ont été que d'abord, je suis devenue photographe. Ensuite, j'ai commencé à faire mon boulot en Italie. Puis, les idées ont commencé à germer. Et je me suis dit, tiens, j'aime voyager et j'aime les photos. Des mariages, il y en a partout dans le monde. Et là, j'ai commencé à creuser dans cette direction-là. Et ensuite, une fois que j'ai eu un bon portfolio dans ma région, où j'étais en Italie à ce moment-là, à Bologne, j'ai commencé à contacter, j'ai poussé des portes, quoi. J'ai écrit à des gens que je ne connaissais pas et je leur ai dit bonjour, je m'appelle Aurore, je suis photographe, je travaille en Italie. Souvent en Italie, les mariages, ça se fait à deux, donc je cherchais toujours des photographes qui puissent travailler avec moi et je leur proposais un échange. Donc je leur disais voilà, j'ai 5 mariages à vous proposer cet été. Et en échange, si vous me donnez 5 mariages à faire pour vous, voilà, moi, je ne devrais pas payer quelqu'un ici, donc je pourrais les faire gratuitement pour vous. Et c'était un échange donnant-donnant. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai trouvé un photographe j'ai écrit peut-être à, je sais pas, 25 photographes avant d'en avoir un qui me répond. Mais j'en ai un qui a répondu positivement en Thaïlande. Et ça a été mon premier voyage de travail. Et puis maintenant, j'ai une grosse collaboration avec un photographe mexicain. Et donc voilà, c'est comme ça. Mais c'est de fil en aiguille. Et comment tu as fait pour les trouver, ces photographes? Alors, je fais partie d'un groupe de photographes. C'est un site qui s'appelle Fearless Photographers. Donc, c'est parce que voilà, le photographe de mariage, il y en a toutes les sortes. Et tout ce qui est un peu cheesy, un peu ouais, j'aime pas trop les photos de mariage classiques, voilà. Okay. Donc j'ai toujours essayé de faire des trucs un peu plus fun, un peu plus modernes, un peu plus dans cette dimension-là, avec plus de recherche. Et donc j'ai envoyé ma candidature
faire partie de ce qu'on appelle Fearless, qui dit tout ce que ça veut dire. Et donc, justement, c'est des Destination Wedding Photographers. Donc, c'est vraiment des gens qui se déplacent pour aller faire des mariages ailleurs. C'est un métier, ça existe. Et c'est pas facile à développer, mais voilà, moi, de nulle part, j'ai commencé, j'ai poussé des portes et c'est par le biais de Fearless que j'ai trouvé ces collègues à qui écrire. Voilà. D'accord. Et tu disais, tu t'es dit que des mariages, il y en avait partout dans le monde et que tu as commencé à creuser dans cette direction, la photographie de mariage. Est-ce que ça veut dire que avant de faire de la photographie de mariage, tu faisais de la photographie d'autres choses et tu as décidé de te spécialiser là-dessus parce que tu savais que ça pourrait te permettre de voyager? Oui, ça fait partie de ma stratégie, c'est-à-dire que à la base, je fais du photoreportage et pendant plusieurs années, hein, j'ai eu la première étape de ma vie professionnelle qui a été en entreprise, Mmh. où là, je m'accrochais à l'idée de j'avais un travail qui me faisait voyager. Et donc, j'étais là, OK, tu as un travail international. J'étais responsable du bureau de presse international. Donc, j'étais là, OK, Aurore, ça fait partie de tes rêves, etc. Et puis, j'ai vite déchanté parce que tu vois l'aéroport, l'hôtel et c'est tout, à peu près. Et tu voyages énormément. Tu es juste crevé, tu prends juste l'avion. Ça ne collait pas du tout à mes principes de vie parce que pour moi, prendre l'avion, c'est OK, mais il faut le faire avec… Enfin, voilà, on ne peut pas prendre l'avion tous les 3 jours sans y penser parce que c'est quand même vachement polluant. Donc voilà, tout ça ne correspondait pas à ce que je voulais. Ensuite, je suis devenue photographe, mais moi, j'ai fait une transition un peu rude, dans le sens où je conseillerais plutôt une transition pas à pas pour les personnes qui ont envie de s'engager dans cette voie-là. Moi, je me suis lancée en disant j'en peux plus. Et du jour au lendemain, j'ai dit je suis photographe, mais je n'avais pas un seul client, je ne savais pas où je mettais les pieds. Donc moi, j'ai fait un voyage un petit peu… enfin, j'en ai pris plein la gueule, mes erreurs, je les ai toutes payées. Et donc, dans mon cas, j'ai commencé sans trop savoir. Et donc, ce que je faisais, sans m'en rendre compte, parce que j'avais pas beaucoup à l'époque, j'étais pas très stratégique, c'est que je mettais en avant toutes mes photos de reportage, beaucoup de reportages sociaux, toutes les causes auxquelles je tenais particulièrement. Et puis, je prétendais trouver des clients grâce à ça, quoi. Mais ça ne marchait pas du tout, parce que les gens et donc, au final, je me retrouvais à faire des boulots pour d'autres photographes, à être payée moins. Ma stratégie ne tenait pas la route. Puis j'ai décidé, à un certain moment, j'ai fait un parcours vraiment de formation, où j'ai eu un coach qui m'a suivi, qui m'a tiré les oreilles, qui m'a remis sur la bonne voie, qui m'a dit tu vas devoir prendre des décisions un peu difficiles, mais si tu saute le pas, ferme les yeux, saute le pas et crois-moi. Et c'est ce que j'ai fait. Et pour moi, ça a été vraiment là une grosse différence. J'ai séparé ce que j'aime faire mais qui ne rapporte pas vraiment à ce que j'aime faire mais qui rapporte. J'ai séparé mes deux sites. Je communique sur mon business, quoi. Donc, je communique sur mes mariages. Puis, je fais d'autres choses à côté sur lesquelles… Oui, ça m'arrive de communiquer, mais c'est plus du travail institutionnel, du travail avec des musées, donc ce n'est pas le même style de communication. Et voilà, c'est deux choses que je fais séparément. Donc, pour résumer, en fait, tu as deux parties dans ton boulot. Tu as la partie de cœur qui est vraiment ce qui t'anime, mais qui ne te rapporte pas ton revenu. Et tu as la partie qui t'anime moins, mais où il y a vraiment un besoin et une demande. Et c'est ça qui t'apporte un revenu. Et toi, tu as décidé de faire quelque part un compromis pour faire ce que tu aimes et avoir un revenu quand même. Oui et non, dans le sens où je ne sais pas comment définir ça, parce qu'en fait, une fois que je me suis mise sur la voie du travail, je veux dire, la voie digitale et la voie d'entrepreneuse, mon travail est devenu mon évolution personnelle. Donc, en gros, j'ai vu que je changeais avec le temps. Alors, au début, c'est vrai que j'ai eu la perception que les mariages, c'était mon gagne-pain. Enfin, j'ai eu cette perception pendant un an, plus ou moins, quand je travaillais pour d'autres photographes. Mais très vite, j'ai senti qu'en fait, j'adorais faire ça. Parce qu'autrement, j'aurais pas, j'aurais pas pu continuer à le faire. Donc, ça n'a pas été un choix… ça n'a pas été un repli, mais dans mon cas, ça a été comme un épanouissement, une floraison où j'ai vraiment compris. Et donc, j'ai eu des relations différentes avec mes mariés. Et donc là, maintenant je changerais, je ne sais pas comment dire, c'est vraiment devenu ma grande, grande passion parce que j'ai moins de clients, je les suis vraiment un à un, j'ai vraiment…
j'ai vraiment en fait construit mon travail à mon âge et qui me correspond tout à fait. Et entre-temps, je suis devenue slasheuse aussi parce que au début, j'étais super concentrée sur mon boulot de photographe. Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, enfin voilà, à certains moments, je me suis dit, OK, je veux consolider un petit peu mon parcours. Alors, je suis rentrée en Belgique et j'ai acheté un appartement et ça a été une grosse partie de la consolidation de mon parcours de digital nomade parce que jusque-là, c'était très précaire dans le sens où moi, j'ai une vie où 6 mois par an, je travaillais, j'avais un appart en Italie. Puis après, je faisais mes valises, mais peu de biens, je les mettais dans les caves chez les copains et je partais, j'avais rien. J'avais plus de maison, j'avais plus rien. Puis je revenais, je retrouvais un appartement et j'ai fait ça pendant 6-7 ans, je pense, où chaque année, je devais retrouver un appart et refaire des papiers. Et, enfin, c'était pas l'idéal. Alors que là, je suis revenue, j'ai fait la décision d'acheter mon appart, d'avoir un endroit duquel, entre guillemets, je bouge plus, c'est-à-dire que je ne dois pas à chaque fois rechercher un logement, etc. C'est aussi un investissement qui me permet d'avoir une rentrée quand je voyage, donc ça me permet d'être plus confortable. Et alors, en fait, là, de fil en aiguille, je suis devenue slasheuse sans m'en rendre compte parce que j'ai commencé à… voilà, j'ai touché au monde de la formation. Du coup, j'ai commencé à faire de la vente par affiliation, mais de façon organique parce que je le faisais pour aider les gens. Et donc, je me suis retrouvée dans tout un cycle où, en fait, maintenant, j'ai plusieurs boulots et plusieurs rentrées, mais parce que c'est plus du… Enfin, voilà, parce que je suis arrivée à un stade où c'est plus vraiment du travail, c'est plus… j'ai mon travail de base qui est le photographe et là, donc c'est mon boulot. Mais j'ai solidifié ma… Enfin, c'est comme si je construisais une maison et là, maintenant, ça y est, les fondations, elles sont finies et donc j'ai plus de tranquillité. Et je pense que tout ça est arrivé dans ma vie aussi parce que, ayant un enfant, avant, avant mon style de vie était lié au fait d'échanger mes heures contre de l'argent, donc mes heures de travail contre de l'argent. Et maintenant, voilà, un enfant, ça prend beaucoup de temps. Quand on voyage, ça demande une autre organisation. Donc, j'ai plus juste moi à penser, mais j'ai moi, mon fils et mon compagnon. Il faut mettre tout ça ensemble. Donc, je dois jongler avec beaucoup plus… Enfin, j'ai plus de casquettes, je dois jongler avec plus de choses. Et donc vraiment, je suis rentrée en mode entrepreneuriat total maintenant. Voilà. Ok, dans tout ce que tu as dit, tu nous as raconté un peu ta transition. Donc, est-ce qu'on pourrait résumer simplement en… Alors, je n'ai pas compté combien ça faisait d'étapes. Est-ce que tu pourrais redire, voilà, étape 1, j'ai fait ça, étape 2, j'ai fait ça, étape 3, j'ai fait ça, jusqu'à maintenant? Oui, alors je dirais, si on part des étapes, je dirais étape 1, je commence à travailler et je me rends compte que ce n'est pas pour moi, le travail pour une entreprise. Donc, je pense que c'est une étape quand même fondamentale parce que tant qu'on ne l'a pas touché et qu'on n'a pas vraiment senti que ce n'était pas pour nous, ça reste de la théorie. Donc, pour moi, quand on doit prendre des claques, il faut qu'on les prenne parce qu'autrement, on ne sait jamais si c'est vrai ou pas. Donc, ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais j'ai bien compris. Puis, j'ai eu la période du je me lance. Donc, ça a été… pour moi, je l'ai fait un peu sans transition, mais comme je te disais, mais voilà, c'est l'époque du je fais mes tests, je ne gagne pas beaucoup d'argent, je fais des efforts. Euh, donc ça, c'est vraiment une grosse période parce que tu fais un gros travail personnel sur toi, parce qu'il faut vraiment mettre tes peurs au placard et avancer tous les jours. Donc ça, c'est une période… Enfin, pour moi, j'ai un très bon souvenir de cette période, mais c'était un peu, ça me faisait un peu peur aussi. Je me levais par moments en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et puis j'ai eu la période plus de restructuration. Et je pense que là, voilà, par rapport à mon expérience, je pense que si on est malin, on peut sauter la deuxième étape. C'est-à-dire que l'étape de je pars un peu dans tous les sens, on peut passer directement à l'étape de je suis structurée, je sais ce que je fais. Et c'est l'époque du je suis structurée, je sais ce que je fais qui a vraiment, vraiment changé pour moi, qui m'a vraiment apporté des résultats concrets. Et puis maintenant, je suis dans la 4e période où je construis plus solidement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment chouette.
Ok. J'aimerais bien qu'on parle un peu de la vérité sur les difficultés qu'on rencontre sur le chemin quand on devient digital nomade, quand on devient aussi indépendant. Mhm. Ça peut faire partie du chemin si on devient un digital nomade indépendant. Euh, Toi, quelles sont les difficultés majeures que tu as rencontrées déjà sur le chemin? Oui. Alors, la première grosse difficulté pour moi, mais je pense qu'elle est assez courante, c'était l'acceptation de la part de ma famille et l'acceptation du regard des autres, mais surtout de ma famille, enfin mes parents, dans le sens où ils ne comprenaient pas trop ce que je faisais, ils n'étaient pas trop d'accord, ils n'y voient toujours pas beaucoup de sens. Et donc, ça, c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver les bons mots pour l'expliquer et de continuer sur son chemin alors qu'on se sent différent. Une deuxième difficulté, c'est la gestion du temps pour moi, parce que il y a personne qui te dit ce que tu dois faire quand tu dois le faire. Et une fois que tu te retrouves sous les cocotiers avec une belle mer bleue devant toi et que tu vois tout le monde qui est en vacances, parce qu'en gros, tu te retrouves au milieu de plein de gens qui sont en vacances ou qui sont juste en train de faire un voyage, tu dois trouver la motivation pour avoir des journées de travail. Et oui, oui, tu vas nager dans la mer, mais tu vas pas nager dans la mer 10 heures par jour, quoi. Donc, il faut vraiment, pour moi, la gestion du temps, ça passe par te créer des réseaux et moi, j'ai des amis sur ma route, j'ai des amis voyageurs qui ont le même style de vie. Et simplement, on reste entre nous. Donc, on se voit le matin pour le petit-déj. On sait qu'on passe la soirée ensemble et qu'on fait des activités. Mais pendant ma journée, on sait tout ce qu'on a à notre travail. Donc, ça, la gestion du temps, c'est pour moi, enfin, ça s'apprend comme le reste. Mais c'est vrai que par moments, c'est pas toujours facile. Et ensuite, une autre grosse difficulté, c'est les rentrées d'argent qui sont non constantes. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment important d'apprendre à gérer son argent de façon intelligente, dans le sens où là aussi, dans mon cas, j'ai toujours la règle qui m'a jamais quittée, c'est toujours dépenser moins que ce que je gagnais. Donc, quoi qu'il arrive, ça a voulu dire dans certaines périodes de ma vie changer d'appart en un mois. Ça a voulu dire, voilà, par exemple, lâcher mon appart pour voyager. Je ne pouvais pas me permettre de garder mon appart et voyager. Donc, d'avoir vraiment un style de vie où on ne dépense pas beaucoup d'argent. Pour moi, ce n'était pas compliqué parce que je suis très minimaliste et donc ça ne m'a pas posé trop de problèmes. Mais bon, voilà, je sais que c'est important de le faire. Et je dirais la dernière grosse difficulté pour moi, c'est l'isolement, dans le sens où on se retrouve tout seul avec son projet. Et enfin, il y a peut-être moyen de s'associer avec des personnes, mais pour moi, c'était mon projet, j'étais la seule à le gérer, donc j'avais toute la charge de travail sur mes épaules et je devais me motiver, je devais prendre mes responsabilités, et tout ça tout seul tous les jours. Donc, il y a des jours où, en effet, là maintenant, je te raconte mon parcours, ça a l'air sympa, mais il y a des jours où tu te lèves le matin et ouais, tu as des coups durs. Je me souviens d'un jour où on m'a volé tout mon matos photo en Thaïlande. J'étais toute seule, sans passeport, sans matos, la queue entre les jambes, en train de me dire mais qu'est-ce que je fous là. Et maintenant, à y repenser, ça a été une super expérience. J'ai rencontré plein de gens, ça m'a appris plein de choses à moi. Au final, je suis toujours là, je suis vivante et c'est rien passé. Enfin voilà, tout va bien. Euh, mais sur le moment, je pense que là, ça a été le genre d'expérience où je me suis retrouvée face à moi-même et je me suis dit, OK, si je continue maintenant, ça veut dire que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire parce que ce serait beaucoup plus facile de lâcher et de dire, OK, c'est bon, j'ai donné, c'est fini. Donc, ouais. Ok, donc là, tu as cité à la fois une difficulté majeure rencontrée sur le trajet qui est donc annoncé à sa famille et peut-être pas forcément avoir de soutien de la part de l'entourage qui comprend pas forcément ce que tu es en train de faire et où tu vas. Et après, c'est plutôt donc des difficultés de ton quotidien en tant que digital Oui. nomade. Est-ce que, par exemple, tu disais que tu avais tu rencontrais des amis sur le trajet. Comment tu faisais pour te faire des amis en gros? Ou comment tu fais? C'est encore toujours le cas. Pour moi, c'est
toujours, enfin, c'est un peu comme comment, mon parcours professionnel, je le vois vraiment comme un trajet. C'est-à-dire que ben, au fur et à mesure, j'ai vraiment l'impression de construire quelque chose de plus en plus solide. Et pareil pour mes amis. Enfin, ça a été, enfin, j'essaie, là aussi, je prends un exemple concret. Il y a dans une autre vie, parce que vraiment, il y a 10 ans presque maintenant, j'étais en Afrique du Sud. J'avais un copain à l'époque italien, plus du tout la même personne depuis maintenant. Enfin voilà, j'étais dans une autre vie. C'était le tout début de ma carrière, j'étais là pour faire un reportage social et j'étais en train d'en planifier un autre en Inde. Et j'ai rencontré une fille sur Couchsurfing qui se sentait seule et elle était photographe et on s'est écrit. Et elle est venue avec moi simplement un jour passer une journée. De là, on est devenus potes et puis on s'est perdu de vue. On est juste restés amis sur Facebook. Et puis de fil en aiguille, elle était photographe aussi, elle habite, on s'est rendu compte qu'on faisait toutes les deux de la photo de mariage au final. Puis ben voilà, on a juste tenu contact. Et puis un jour, j'étais en Thaïlande, elle m'a dit attends, j'ai des amis que tu dois absolument rencontrer. Elle m'a mis en contact avec d'autres amis qui sont devenus des super potes et qui eux aussi, enfin voilà, ils développent aussi du business. Et donc, il y en a un qui t'en fait rencontrer un autre. Et puis, au début, ce que je faisais souvent, c'était que je choisissais mes destinations par rapport à ce que j'avais envie de voir et de faire. Et de plus en plus, mes destinations deviennent un petit peu les gens que j'ai envie de rencontrer. Donc, pour moi, maintenant, c'est plutôt, OK, enfin, la dernière fois au Mexique, ben, ça a été aussi un peu du fil en aiguille. J'ai eu mon premier mariage l'année passée. Non, il y a 2 ans maintenant, ça passe vite. Et ben, sur place, j'ai rencontré mon collègue qui faisait les vidéos. Et on s'est bien entendu, on est resté en contact. J'ai trouvé un mariage en Belgique, il est venu l'année passée. Finalement, j'ai dit, écoute, tant qu'on est là, passe un mois à la maison, comme ça on apprend à se connaître. Et c'est comme ça que je suis retournée chez lui cette année. Donc, pour moi, c'est vraiment enfin, on est des humains, donc je rencontre des gens et si ça passe, ça passe et on crée les choses comme elles viennent, voilà. Donc pour moi, j'ai pas une technique particulière, mais je pense qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très très vite fait. Enfin, je veux dire, il suffit de fréquenter des forums, de fréquenter des groupes sur Facebook et on se retrouve en contact avec des personnes. Ne pas avoir peur, enfin vraiment ne pas rester dans son isolement, mais n'hésitez pas, enfin, j'ai envie de dire, de conseiller aux personnes de ne pas hésiter d'envoyer un message privé, de parler aux gens, de leur poser des questions, parce que ben, on a tous, enfin, moi, ça me fait super plaisir si je peux enthousiasmer quelqu'un en racontant mon histoire. Donc, on a tous envie de partager. Donc, je pense que voilà, enfin, si j'ai un jeune digimad qui me dit écoute, j'ai vu que tu es sur la même route que moi, ben, enfin, ça serait super chouette de se rencontrer, de pouvoir passer du temps ensemble. Donc, je pense que ça vient un peu tout seul. Génial. Bah, tout seul, mais tu as quand même cité pas mal de ressources et c'est quand même une méthode finalement que d'aller sur ces groupes, que de contacter les gens, d'aller sur Couchsurfing. Et quand même, j'ai l'impression que, on va dire, le fil de la pelote que tu as tiré, c'était la photographie aussi. Oui. Tu as dit, j'ai sur Couchsurfing, cette fille qui était photographe, ça a été peut-être le point de départ. En fait, c'est trouver quelque chose en commun, peut-être, une raison en fait de contacter cette personne plutôt qu'une autre. Et ça peut aider à créer des amitiés peut-être plus facilement qu'en contactant n'importe qui parce qu'on ne va pas forcément avoir d'atomes crochus. Toutes les personnes qui sont sur Couchsurfing, moi j'en ai rencontré plusieurs, notamment en Argentine, et au final tu ne trouves pas forcément quelque chose de commun, un atome crochu, parce que tu as dit oui à n'importe qui, alors qu'il aurait peut-être fallu prendre quelqu'un avec au moins les mêmes intérêts. Oui, je suis d'accord, mais à ce niveau-là, c'est assez facile dans le sens où, ben même justement sur Couchsurfing, il suffit de lire un petit, enfin, en général, on écrit tous des beaux, des descriptifs assez complets sur soi-même. Et puis voilà, enfin moi, la photo c'est la base, mais ben, j'aime bien le yoga, la méditation, la cuisine végétarienne. Enfin, il y a plein de choses qui m'intéressent, la musique, jouer de la guitare. Enfin, il y a plein de choses qui forcément peuvent te relier à d'autres personnes. Et je pense qu'en voyageant justement, ben on augmente ses intérêts aussi, parce que ben, en restant seul chez soi, ben, on fait moins d'expériences et donc ben, peut-être que notre vie devient, on se contente de son quotidien. Et puis si on s'ouvre, ben, on peut rencontrer plein de nouvelles
choses qui nous plaisent. Super. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui veulent devenir digital nomades pour qu'ils ne reproduisent pas tes erreurs ou des choses qui ont été difficiles pour toi? Mais justement, pour répéter encore ce concept-là, c'est s'entourer de personnes qui nous ressemblent et qui ont les mêmes objectifs. Donc pour moi, ça, c'est vraiment la base pour rester concentré sur son objectif et pour rester motivé et pour ne pas être isolé, justement. Un deuxième conseil, ça serait d'apprendre à suivre son instinct parce que je vois que notre instinct, on l'utilise pas trop et au final, je pense que moi, les meilleures décisions que j'ai prises, c'est vraiment avec mes tripes et je pense que ça aussi, ça, comme le reste, ça s'apprend et donc d'être vraiment, vraiment en phase avec soi-même et d'écouter ses instincts. Ça, c'est vraiment un autre conseil et de faire le premier pas. Parce que pour moi, si on a envie si on se dit ah ouais, c'est trop cool d'être digital nomade, de commencer où qu'on soit, même se dire ok, je pars un mois, ok, je sais pas, je fais des exemples parce que j'aime bien faire des exemples concrets. Je vais travailler à 9h, tiens, je garde 1 heure le matin pour écrire pour mon blog. Enfin, je sais pas, je développe un blog. Et alors, tu dis, je prends 1 heure tous les matins pour développer mon blog et je fais que ça. Et au moins, tu peux commencer à côté à développer quelque chose. Enfin, pour moi, l'important, c'est vraiment de se lancer, de ne pas juste rêver, de se dire, ah, c'est magnifique, mais même de faire des toutes petites actions, mais les mettre à la suite les unes des autres, on se rend compte que le projet commence à exister. Et donc ça, pour moi, c'est, je pense, fondamental. Ensuite, oui, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, pour moi, c'est de se construire sa propre sécurité financière parce que, voilà, quand on est… Enfin bon, je vais dire, je pense qu'on peut même en tant qu'employé, je ne suis pas sûre, mais on a quand même nous, on est vraiment à fond dans le risque. Donc, selon moi, apprendre à gérer son argent, ça fait vraiment partie des grandes capacités à avoir. Et là aussi, moi, là, pour l'instant, c'est trading, Bitcoin. Je me lance un peu dans tout, mais je me lance. C'est pas que je me lance aveuglément, mais j'essaye de toujours pondérer le temps que ça me prend pour ne pas m'éparpiller et en même temps pour me diversifier pour vraiment que ma solidité soit de plus en plus grande. Et donc ça, pour moi, je pense que c'est vraiment, vraiment super important parce que plus on a de la sécurité financière, alors au début, moi, quand je travaillais, je me disais, ma première question le matin, c'était tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour gagner de l'argent? Et maintenant, de plus en plus, c'est tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour aider les gens, ce que je vais faire pour créer quelque chose de positif. Et donc ça change un petit peu. Il y a un moment où ça change et vraiment les choses deviennent intéressantes. Donc je pense que ça, c'est vraiment un bon conseil. Et puis oui, de continuer à mon avis, mon dernier conseil, ça serait de faire du développement personnel d'une manière ou d'une autre pour que ta vie professionnelle et ta vie personnelle soient main dans la main. Parce que là, c'est vraiment là que tu commences à comprendre pourquoi tu as ce style de vie et où tout prend son sens. Quand tu dis main dans la main, qu'est-ce que tu veux dire? Pour moi, c'est vraiment main dans la main, c'est-à-dire que quand moi, j'ai vraiment senti sur moi-même que quand moi, j'ai changé en tant que personne, c'est-à-dire que, reprenons un exemple concret, avant, par exemple, j'avais tendance quand je me retrouvais face à un client, à baisser mon prix ou alors à tout faire pour avoir un client. Et parfois, je me retrouvais avec des clients qui ne me correspondaient pas. Et pourquoi je faisais ça? Parce que j'avais peur de le perdre, parce que je n'avais pas assez confiance en moi, parce qu'il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait oui, mais il y a sûrement des photographes qui sont meilleurs que toi, oui, mais il y a sûrement… Et donc, j'avais tout ça qui faisait que je me dévaluais. Maintenant, je suis arrivée à un stade où je suis beaucoup plus genre, ok, il y a plein d'autres photographes, mais moi, je suis là où je dois être, je fais mon boulot sérieusement, je sais que j'aime ce que j'aime, je suis qui je suis et j'accepte, je m'accepte. Et donc, je sens que depuis que je suis comme ça, j'attire des clients. Parfois, j'y crois pas. J'ai des clients merveilleux. Ici, même en Belgique, je n'ai que des clients qui viennent se marier de l'étranger en Belgique. Et je me dis, mais c'est magique. Il y a quelque chose de
magique qui s'est produit. Et en fait, non, il y a juste eu une bonne stratégie, du boulot solide derrière, et aussi une espèce de confiance qui s'est installée en moi, pour laquelle j'ai plus peur que mes clients me refusent. Et donc, depuis que j'ai plus peur, je ne sais pas, il y a vraiment, il y a quelque chose qui a changé, mais qui est très concret. Et donc, ça, c'est très, très beau à vivre. Donc, et je pense que voilà, c'est pas eux qui ont changé, c'est moi qui ai changé. Et donc, on devient vraiment le reflet de notre travail, c'est juste notre reflet. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment beau. Très joli, très joli. On va passer au tout dernier conseil. Concrètement, si parmi ceux qui regardent ou écoutent, certains voudraient devenir photographe de mariage pour devenir digital nomade, peux-tu leur dire quelles étapes ils doivent parcourir pour y arriver et pour réussir dans ce métier? Alors, donc, il faut commencer par être photographe, par être un bon photographe. Donc, pour moi, la base, c'est vraiment de se focaliser à fond sur la technique photographique. Donc, vraiment de sentir qu'on aime ce qu'on fait et qu'on le fait bien. Donc, d'avoir une sécurité à ce niveau-là. Et ensuite, de vraiment se lancer. Donc, de trouver ses premiers clients, de faire ses premières photos et puis au fur et à mesure de se construire un portfolio. Donc ça, c'est la deuxième étape. Il faut vraiment avoir un portfolio solide. Donc avoir ces images, parce que voilà, moi, c'est pas, enfin là, on dit je suis photographe, on n'a vu aucune de mes images, on s'en fout un petit peu. Alors que si je dis, OK, ça c'est ma page Facebook, allez voir mes images, boum, on voit mes images et directement, elles parlent de moi. Donc c'est vraiment, enfin, voilà, on le sait, c'est pas un secret, une image, comme on dit, une image vaut plus que 1000 mots. Une image, c'est très puissant. Donc, il faut vraiment prendre cet avantage, un portfolio tip-top, vraiment nickel. Ensuite, il faut se construire une clientèle. Et pour moi, le plus simple, c'est de d'abord se construire une clientèle là où on est. Et comme ça, ce que je raconte, c'est un peu mon parcours, mais je suis ouverte à ce qu'il y ait d'autres parcours. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les dire, parce que je suis sûre qu'il y a plein d'autres parcours possibles. Mais ce parcours, c'est en tout cas le parcours qui a fonctionné pour moi, c'est de se créer sa clientèle. Et puis, une fois qu'on a tout ça, de s'ouvrir au monde, d'aller chercher d'autres photographes et d'échanger. C'est-à-dire de vraiment leur dire, voilà, moi je suis photographe, je travaille, j'ai ça à offrir, j'ai du boulot pour vous. Et qu'est-ce que vous avez à m'échanger contre le boulot que j'ai pour vous? Et une fois qu'on en est là, voilà, c'est fait. Puis, il y a plein d'autres systèmes. Moi, je connais des photographes qui ont vraiment, ils se vendent juste en tant que destination wedding, sont très connus pour ça, leur site est super référencé et on les appelle du bout du monde pour faire des mariages. Pour moi, juste aller faire un mariage au bout du monde, ça me parle un peu moins. Je préfère faire des choses plus construites où je peux… Voilà, le Mexique, par exemple, c'était 2 mois et demi sur place, j'ai passé et j'ai fait 3 mariages. Donc, voilà, c'était aussi être là-bas, continuer à travailler en remote pour tout ce qui est le marketing, mes autres projets, etc. Mais avoir aussi je ne travaille pas là-bas tous les jours pour mes mariages, quoi. Et je ne me déplace pas non plus, je ne prends pas l'avion pour chaque mariage. Et voilà, puis faire partie de réseaux, ça c'est l'autre chose importante. Donc comme par exemple moi j'ai Fearless, de trouver des bons réseaux qui vous correspondent et de les utiliser comme moyen de vous faire connaître. Génial, merci Aurore pour tout ton partage d'expérience et pour tous tes conseils. Où est-ce qu'on peut retrouver ton travail? Alors, on peut retrouver mon travail sur mon site internet qui s'appelle youandI.eu. Alors, ça s'écrit donc www.you and A-N-D et I comme un œil, E-Y-E.eu. Voilà, là vous voyez toutes mes photos de mariage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que je suis toujours ouverte à avoir des critiques constructives et pouvoir évoluer en positif. Et voilà. Et puis sur Facebook, sur Instagram, mais de mon site, vous pouvez avoir le lien vers Facebook directement. Génial, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi et merci à tous ceux qui ont regardé l'interview jusqu'au bout.